Une seule nuit a suffi pour rompre des années de silence stratégique dans le Sahel. En quelques heures à peine, un territoire décrit comme condamné a démenti toutes les prévisions, transformant un désert perçu comme passif en point de rupture capable d'influencer l'équilibre régional. Que signifie pour les populations locales comme pour les observateurs extérieurs le fait qu'Ibrahim Traoré ait déclenché ce basculement et pourquoi cette décision dépasse-t-elle largement le cadre militaire? À l'aube encore fragile, un récit nouveau s'est imposé, celui d'un Sahel qui reprend l'initiative et dicte enfin son propre rythme. Ce qui suit ne se limite pas au récit d'une opération réussie. Il s'agit de comprendre pourquoi cette séquence précise, née d'un contexte local souvent négligé, a déplacé des lignes que beaucoup jugeaient figées. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Saisir comment une dynamique apparemment marginale peut produire des effets stratégiques durables bien au-delà de son point d'origine. Les enjeux sont multiples. D'abord pour les populations, dont la sécurité quotidienne dépend moins d'annonces extérieures que de la capacité à organiser l'initiative sur le terrain. Ensuite, pour les États de la région, confrontés à la nécessité de coordonner sans intermédiaire et de décider dans l'urgence. Enfin, pour les observateurs internationaux, appelés à réévaluer leur cadre d'analyse face à une séquence qui ne correspond plus au modèle habituel. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît non comme une figure isolée, mais comme l'un des points de convergence d'un mouvement plus large, fait de décisions rapides, d'écoute du terrain et de réorganisation interne. Comprendre cette articulation permet d'anticiper ce que ce basculement peut produire ensuite et pour qui il comptera réellement. Le basculement ne tient pas à un miracle, mais à trois repères précis qui changent la lecture. D'abord, le contraste avant-après est brutal. Des années de pertes continues ont laissé place, après la nuit décisive, à un bilan de 0 soldat de l'AES tombé. Ensuite, la temporalité surprend. Moins de 12 heures se sont écoulées entre la première frappe coordonnée et l'effondrement des positions adverses. Enfin, l'ampleur régionale tranche avec les habitudes passées, trois fronts unifiés. Mali, Niger et Burkina Faso ont agi simultanément, sans appui extérieur déclaré. Ces éléments referment la question ouverte plus tôt. Le renversement n'est pas une anomalie statistique, mais la conséquence d'une causalité lisible lorsqu'on observe le terrain de l'intérieur. Les transmissions interceptées, les déplacements nocturnes repérés et la centralisation progressive des renseignements ont constitué une chaîne continue où chaque signal faible trouvait une place opérationnelle. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette séquence non comme l'origine unique, mais comme l'acteur qui a validé le passage de l'écoute à l'action. Le contexte éclaire cette décision. Depuis des mois, les villages du nord du Burkina Faso vivaient sous une attente épuisante. Rumeurs d'attaques, migrations forcées, routes désertées. Dans le même temps, un fil discret reliait Bamako, Ouagadougou et Niamey, nourri par une volonté commune de lire le Sahel avec ses propres outils. Les données, longtemps éparses, ont commencé à converger. Ce moment de convergence a modifié la logique dominante. L'inaction devenait plus risquée que l'initiative. La réunion des officiers, tenus loin des intermédiaires étrangers, marque ce point de bascule. Si l'attaque était imminente, alors attendre revenait à accepter l'effondrement. Si l'effondrement menaçait, alors inverser le rythme imposé devenait la seule option cohérente. Le désert, perçu jusque-là comme un espace d'abandon, s'est transformé en tableau d'indices exploitables. Ibrahim Traoré a validé cette lecture partagée, faisant passer un savoir diffus à l'échelle d'une décision collective. Ainsi se dessine le cadre, une rupture rapide, mesurable, inscrite dans une dynamique locale plus ancienne. Reste à comprendre comment cette décision s'est traduite, dès les premières heures, dans la vie concrète du terrain. Les premières heures ont donné un visage concret à ce basculement. Près d'Arbinda, des éclaireurs locaux ont repéré des mouvements inhabituels dans une zone considérée comme vide depuis des mois.
En quelques minutes, des unités sahéliennes ont convergé silencieusement, coordonnées par des réseaux numériques artisanaux, construits avec les moyens du bord et une connaissance intime du terrain. Le choc a été bref, maîtrisé, et pour la première fois depuis longtemps, un village a compris que la fuite n'était plus l'unique option. À plusieurs kilomètres de là, dans une localité abandonnée depuis 2002, des familles réfugiées dans les collines ont vu une patrouille locale revenir avant l'aube. Ce retour, presque ordinaire en apparence, a pourtant modifié l'humeur du territoire. Il signalait qu'un seuil invisible venait d'être franchi, la nuit n'appartenait plus exclusivement à la peur, et l'espace pouvait de nouveau être occupé sans anticipation permanente du départ. Ces micro-scènes ne relèvent pas de l'anecdote. Elles montrent comment une décision stratégique se traduit immédiatement dans la perception quotidienne des populations. La peur diffuse qui accompagnait chaque crépuscule s'est muée en attention organisée. L'immobilité s'est transformée en initiative mesurée. Le terrain, longtemps muet, a commencé à répondre. Dans cette phase initiale, Ibrahim Traoré n'apparaît pas en commandant omniprésent, mais en point d'articulation entre des savoirs dispersés et une action coordonnée. Ce sont les officiers sahéliens, guides d'un espace que peu d'acteurs extérieurs savaient lire, qui ont donné corps à cette orientation. Leur force ne venait ni de budget conséquent, ni de technologies importées, mais d'une lecture patiente du désert et de ses usages. Ce qui ressort immédiatement, c'est que quand l'initiative revient au sol, la peur recule. Avant cette nuit, la dynamique dominante était connue. Attendre, subir, puis réparer, tant bien que mal. Les alertes circulaient tard, les réponses arrivaient fragmentées, et chaque village isolé portait seul le poids de l'incertitude. Après la décision prise, le rythme s'est inversé. L'activation a commencé au moment précis où l'ennemi s'est enfin dévoilé, lorsque les transmissions anormales interceptées au Mali ont confirmé qu'une attaque massive se préparait là où personne ne regardait encore. La première phase a été celle de la synchronisation. Les informations issues des déplacements nocturnes, des rumeurs locales et des observations visuelles ont été centralisées en temps réel. Ce qui, pendant des années, n'était qu'un bruit de fond est devenu une donnée exploitable. Ibrahim Traoré a validé cette lecture accélérée, donnant le signal d'agir avant que l'initiative ne soit perdue. À cet instant, le Sahel a cessé de réagir. Il a commencé à imposer son tempo. Le climax s'est joué dans la rapidité. À Arbinda, zone longtemps perçue comme inaccessible, les unités sahéliennes ont frappé sans attendre l'encerclement. Guidées par leurs propres renseignements et par une connaissance précise des routes saisonnières, elles n'ont pas cherché à contenir l'offensive adverse, mais à la désarticuler. Les motos armées, symboles de la terreur locale, ont été prises de court. Les dépôts de carburant qui alimentaient les attaques ont été neutralisés les uns après les autres. Le désert, souvent silencieux, s'est mis à résonner de frappes courtes et ciblées. Dans le même temps, à l'ouest, des groupes locaux ont appuyé la manœuvre. Organisés en réseau improvisé mais cohérent, ils ont filtré les informations vitales depuis le cœur du territoire. Les routes, désertées depuis des mois, ont commencé à être sécurisées. Des villages abandonnés ont vu les premières patrouilles revenir, non comme un symbole, mais comme une présence durable. Cette coordination a empêché toute recomposition rapide des forces adverses. La phase des répliques attendues n'est jamais vraiment venue. Privées de réapprovisionnement, coupées de leurs nœuds de communication et privées d'un terrain favorable, les forces adverses se sont décomposées. L'absence de contre-attaque structurée a confirmé que la rupture était plus profonde qu'un simple succès tactique. L'unité sahélienne, appuyée par des drones artisanaux et des systèmes de communication sécurisés, a continué d'imposer son rythme sans chercher l'escalade.
Ce déroulé rapide a produit un effet immédiat sur la perception régionale. À mesure que la poussière des combats retombait, une évidence s'imposait. Le Sahel n'avançait plus à reculons. En validant cette séquence, Ibrahim Traoré et ses officiers devront montrer qu'un enchaînement précis, activation, choc, stabilisation, pouvait remplacer des années de résignation. La question ouverte en début de récit trouve ici son premier élément de réponse. Le renversement n'a pas été subi, il a été construit pas à pas dans un temps volontairement compressé. La rupture observée peut être décrite sans emphase, à partir de trois indicateurs simples qui éclairent le changement de logique. Le premier est humain. Avant cette séquence, les opérations défensives se traduisaient par des pertes régulières et difficiles à contenir. Après la nuit décisive, le bilan fait état de 0 soldat de l'AES tombé. Ce chiffre ne relève pas d'un hasard favorable, mais d'une action anticipée qui a réduit l'exposition directe des unités. Il indique un passage clair d'une défense subie à une initiative maîtrisée. Le deuxième indicateur est temporel. Là où des affrontements comparables s'étiraient sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, moins de 12 heures ont suffi entre la première frappe coordonnée et l'effondrement des positions adverses. Cette compression du temps n'exprime pas seulement une accélération, mais une synchronisation interne poussée, pensée pour limiter la marge d'erreur et empêcher toute capacité de réorganisation ennemie. Chaque minute gagnée a réduit la probabilité d'une contre-offensive structurée. Le troisième repère est organisationnel. Trois fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, ont été engagés simultanément, sans appui militaire extérieur massif. Avant, les armées de la région opéraient de manière fragmentée, avec des chaînes de commandement disjointes. Après, une coordination trilatérale rare s'est imposée, reposant sur des infrastructures locales et des échanges directs. Cette intégration a permis de dépasser des limites anciennes qui affaiblissaient l'action collective. Autour de ces chiffres, un facteur discret a amplifié l'effet: l'usage de drones sahéliens conçus dans des hangars improvisés. Leurs flux vidéo ont permis de suivre les mouvements nocturnes, de localiser les variations thermiques et d'orienter les frappes avec précision. Ibrahim Traoré observait ces métriques comme le reflet d'une organisation enfin alignée. Ensemble, ces données ferment la question laissée en suspens plus tôt. Le renversement n'a pas été provoqué par une force extérieure, mais par une capacité locale à transformer des indices épars en décisions collectives mesurables. Une première lecture, largement relayée hors de la région, avance une thèse pessimiste. Selon cette interprétation, l'efficacité observée ne pourrait être qu'une anomalie rendue possible par une aide extérieure non déclarée. Les partisans de cette lecture soulignent la synchronisation inhabituelle des frappes, la précision des mouvements et la rapidité de l'effondrement adverse. Dans un théâtre aussi contraint, marqué par des sanctions et des limites logistiques connues, ils estiment qu'un tel résultat dépasse les capacités locales. Pour eux, la supériorité tactique constatée serait incompatible avec des moyens considérés comme rudimentaires. Une seconde lecture, à l'inverse, met l'accent sur l'autonomie retrouvée. Elle part du principe que la performance ne réside pas dans la sophistication des outils, mais dans leur adéquation au terrain. Les drones artisanaux, les réseaux numériques improvisés et la lecture fine des déplacements ont constitué un système cohérent, certes sobre frugal, mais précisément adapté au Sahel. Cette approche insiste sur le fait que la connaissance intime des routes saisonnières, des villages et des rythmes locaux peut compenser l'absence de technologie importée. Dans ce cadre, l'initiative ne dépend pas d'un soutien massif, mais d'une capacité d'adaptation continue. Face à ces deux thèses, un point factuel s'impose.
Les données disponibles indiquent que chaque frappe a été coordonnée depuis des infrastructures locales et que les décisions ont été prises sans relais opérationnel extérieur direct. L'absence de contre-attaque structurée, malgré l'ampleur de l'offensive, suggère moins une intervention cachée qu'une désorganisation adverse accélérée. Ibrahim Traoré et ses officiers ont exploité des faiblesses connues pour les transformer en leviers, contredisant l'idée selon laquelle seule une assistance étrangère aurait permis un tel retournement. Ainsi, la critique extérieure n'est pas infondée en théorie, mais elle se heurte ici à la cohérence des faits observés. Le succès ne nie pas les contraintes du Sahel, il montre comment elles ont été intégrées dans une méthode. Ce déplacement du regard marque un tournant d'analytique. La question n'est plus de savoir qui a aidé, mais comment une organisation locale a appris à fonctionner autrement. Cette phrase courte résume le déplacement le plus décisif de la séquence. Jusqu'alors, le Sahel évoluait sous un tempo imposé de l'extérieur ou dicté par l'ennemi. Après la nuit charnière, l'initiative ne s'est pas seulement manifestée par des frappes réussies, mais par une capacité nouvelle à choisir quand agir, quand attendre et quand se replier. Ce glissement, souvent invisible dans les bilans classiques, modifie en profondeur la lecture stratégique. Le cœur de cette bascule réside dans la maîtrise de l'information. Les signaux faibles, longtemps ignorés ou dispersés, ont été intégrés dans une grille de décision commune. Ce qui paraissait insignifiant pris isolément, un déplacement nocturne, une variation sonore, une absence inhabituelle, est devenu déterminant une fois relié. Ibrahim Traoré a validé cette logique non comme une innovation spectaculaire, mais comme une discipline collective. Écouter avant de frapper, puis frapper sans hésitation. Ce changement de rythme a produit un effet immédiat sur l'adversaire. Privé de surprise et contraint de réagir à des initiatives qu'il ne contrôlait plus, il a perdu l'avantage psychologique qui structurait jusque-là ses offensives. La peur a changé de camp, non par la force brute, mais par la prévisibilité inversée. À partir de ce point médian, le récit cesse d'être celui d'une opération réussie pour devenir celui d'un nouvel équilibre. La question n'est plus de savoir si le renversement était possible, mais quelles conséquences concrètes il entraîne désormais pour ceux qui vivent, travaillent et décident dans la région. Pour les populations locales, l'effet le plus immédiat a été le retour d'une continuité de vie. Des villages abandonnés pendant des mois ont vu leurs habitants revenir progressivement, non par injonction, mais par confiance retrouvée. Les routes autrefois évitées ont recommencé à être empruntées à la lumière du jour. Les gestes ordinaires, puiser de l'eau, ouvrir une échoppe, laisser les enfants jouer, ont repris une place visible. Cette normalisation fragile n'efface pas les traumatismes, mais elle modifie l'horizon quotidien. La peur cesse d'organiser chaque décision. Du côté des acteurs économiques locaux, la rupture se lie dans la remise en mouvement des circuits. Les marchés, longtemps vides, ont rouvert à un rythme prudent. Les commerçants ont recommencé à transporter céréales, médicaments et produits de base sur des axes sécurisés. Ce redémarrage n'a rien d'un boom, mais il réintroduit une prévisibilité minimale, essentielle à toute activité. Les producteurs savent à nouveau quand vendre, les transporteurs quand circuler. Cette stabilisation relative agit comme un amortisseur social, réduisant la dépendance à l'aide d'urgence. Pour la jeunesse, l'impact est moins matériel, mais tout aussi structurant. Dans les universités et les centres de formation de Bamako, Ouagadougou et Niamey, les discussions ont changé de ton. La victoire n'est pas perçue comme une fin, mais comme une preuve que l'initiative locale peut produire des résultats tangibles. Les débats portent désormais sur la responsabilité, la gouvernance et la capacité à transformer un succès ponctuel en trajectoire durable. Cette réappropriation intellectuelle nourrit une forme de projection, là où dominait auparavant l'idée d'un avenir verrouillé.
À l'échelle régionale et internationale, les répercussions sont plus discrètes mais réelles. Les partenaires extérieurs, habitués à considérer le Sahel comme un espace uniquement réactif, sont contraints d'ajuster leur grille de lecture. Des capitales étrangères observent désormais une région capable de coordonner, de décider et d'agir sans médiation constante. Ibrahim Traoré incarne pour certains ce déplacement symbolique, non comme un modèle exportable tel quel, mais comme le signe qu'un rapport de force narrative s'est déplacé. Ces quatre niveaux, social, économique, générationnel et géopolitique, composent le véritable payoff du basculement. Il montre que l'opération n'a pas seulement modifié une situation militaire, mais qu'elle a réorganisé des attentes. La question ouverte au point médian trouve ici sa réponse. Le changement de rythme produit des effets en chaîne concrets, observables et difficiles à ignorer. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se consolide sans s'étendre. Les forces sahéliennes maintiennent une pression mesurée sur les zones reconquises, privilégiant la surveillance et la stabilisation plutôt que l'expansion. Les écoles rouvertes continuent de fonctionner de manière inégale, les marchés retrouvent un rythme lent mais régulier, et les routes sécurisées restent sous contrôle local. Cette trajectoire n'élimine pas les risques, mais elle installe une routine de sécurité suffisante pour éviter un retour rapide à la fragmentation. Ibrahim Traoré apparaît alors comme le garant d'un équilibre prudent, fondé sur la continuité plutôt que sur l'escalade. Un scénario plus optimiste repose sur un approfondissement de l'intégration régionale. Les mécanismes de coordination entre Mali, Niger et Burkina Faso se structurent davantage, transformant une réussite opérationnelle en doctrine partagée. Les drones locaux évoluent, les échanges de renseignements gagnent en fluidité et les universités deviennent des lieux de réflexion stratégique appliquée. Les corridors commerciaux se densifient, réduisant la précarité dans les zones rurales. Dans cette trajectoire, le Sahel ne se contente pas de se défendre. Il expérimente une forme d'autonomie collective qui attire l'attention au-delà de la région. À l'inverse, un scénario dégradé reste plausible. Des pressions externes accrues, sous forme de sanctions renforcées ou de récits hostiles, pourraient fragiliser les acquis. Des groupes armés chercheraient à exploiter les marges logistiques, perturbant les routes rouvertes et testant la cohésion interne. La stabilité ne s'effondrerait pas immédiatement, mais elle entrerait dans un cycle d'usure prolongé. Dans ce contexte, la décision clé n'est pas prédictive mais méthodologique. Analyser sans certitude, ajuster sans dogme. Le Sahel n'avance plus selon des modèles importés. Il apprend à décider à partir de sa propre expérience. Pour les habitants directement concernés, le changement se mesure dans des choix concrets. Rester ou partir n'est plus une décision imposée par la peur immédiate, mais une évaluation progressive des conditions locales. Les familles qui reviennent observent, testent, puis s'installent à nouveau si les signaux restent stables. Cette prudence active traduit une relation différente au territoire. On ne subit plus totalement, on arbitre. Pour celles et ceux qui travaillent dans l'économie locale, l'enjeu est la continuité. Les producteurs, les transporteurs et les commerçants ont besoin de régularité plus que de promesses. La stabilisation relative permet d'anticiper à court terme, de réparer plutôt que de remplacer et de reconstruire sans attendre une aide hypothétique. Ce cadre, imparfait mais lisible, change la manière d'investir son énergie et ses ressources. Pour un public plus éloigné géographiquement, l'effet est d'un autre ordre. Ce qui se joue ici oblige à interroger des certitudes ancrées, l'idée que certaines régions seraient condamnées à la dépendance permanente ou que l'initiative locale ne pourrait produire que des effets limités. En observant cette séquence, le spectateur est confronté à un déplacement de perspective.
Ibrahim Traoré devient alors moins un personnage central qu'un révélateur d'un processus collectif où la décision locale reconfigure les attentes extérieures. Enfin, pour ceux qui analysent ou commandent ces événements, l'impact est méthodologique. Il s'agit moins de juger la trajectoire que de comprendre les conditions qui l'ont rendue possible. Qu'est-ce qui change lorsque l'on écoute un territoire avant de l'interpréter? Cette question dépasse le Sahel et invite chacun à reconsidérer la manière dont il lit les crises contemporaines. La consolidation de cette dynamique repose sur une séquence d'actions lisibles, pensées pour durer plutôt que pour impressionner. Première étape, sécuriser les zones reconquises sans élargissement précipité. Cela implique des patrouilles locales régulières, une veille partagée entre villages et une capacité à signaler rapidement tout mouvement suspect. Le critère de réussite n'est pas l'absence totale d'incidents, mais leur diminution progressive et leur confinement spatial. Deuxième étape, stabiliser les services essentiels. La réouverture des écoles, des dispensaires et des points de eau, créer un socle de normalité. Ces services ne sont pas secondaires. Ils réduisent les déplacements forcés et ancrent les populations dans un quotidien moins précaire. Les progrès se mesurent par la continuité de fonctionnement et par l'augmentation du nombre d'usagers, plus que par des annonces symboliques. Troisième étape, relancer les circuits économiques locaux. La sécurisation des axes permet au marché de fonctionner et aux producteurs d'écouler leurs biens. La réparation d'infrastructures légères et la protection des routes commerciales deviennent des priorités opérationnelles. Le succès se lie dans la régularité des flux et dans la capacité des acteurs à planifier à court terme. Quatrième étape, former une nouvelle génération d'acteurs locaux. Enseignants, techniciens, médiateurs communautaires et analystes doivent être outillés pour transformer une réussite ponctuelle en compétences durables. Les programmes de formation, même modestes, créent un effet cumulatif lorsque leur continuité est assurée. Enfin, cinquième étape, renforcer une gouvernance régionale cohérente. La coordination entre Mali, Niger et Burkina Faso doit se traduire par des mécanismes stables, capables de survivre aux tensions extérieures. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une solution unique, mais comme l'un des acteurs qui ont validé cette logique graduelle, avancée par paliers mesurables, ajustée sans rupture brutale. Cette feuille de route répond à la question suspendue plus tôt. La durabilité ne dépend pas d'un événement fondateur, mais de la capacité à transformer une rupture en processus suivi. Le fil discret qui traverse ce récit ramène à une image simple, celle d'un village qui, une nuit, cesse de se préparer à fuir. Plus tôt, il était question de patrouilles revenues avant l'aube, de gestes ordinaires redevenus possibles, d'un terrain qui recommence à répondre. Ce motif n'est pas anecdotique. Il condense ce que le basculement a réellement changé, non pas seulement une carte militaire, mais la relation intime entre un territoire et ceux qui l'habitent. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de passage plutôt que comme une figure solitaire. Sa place tient au moment où une lecture diffuse du réel a été reconnue comme légitime, puis traduite en décision. Ce choix a permis à des savoirs longtemps fragmentés de s'assembler et de produire un effet visible. La force du récit ne réside pas dans l'exceptionnalité d'un acte, mais dans la continuité qui l'a rendu possible. Le rappel de ces scènes initiales donne une clé de lecture rétrospective. Ce qui semblait fragile, une patrouille, un marché rouvert, une école réparée, devient le marqueur d'un déplacement durable. La peur n'a pas disparu, mais elle ne commande plus seule. Le désert n'a pas changé de nature, mais il a cessé d'être muet pour ceux qui savent l'écouter. Et l'idée qui reste, simple et nette, reprendre l'initiative, c'est reprendre le temps. Ce retour au motif initial ferme la boucle émotionnelle.
Il ne promet ni victoire définitive ni stabilité acquise, mais il ancre le récit dans une réalité tangible, celle d'un espace qui refuse désormais la résignation comme horizon unique. Ce parcours ne cherche ni l'adhésion automatique ni l'admiration sans distance. Il propose plutôt une invitation à l'écoute attentive et exigeante d'un récit né loin des centres habituels de décision. Le Sahel présenté ici ne demande pas à être idéalisé, mais compris dans sa complexité, un espace marqué par la contrainte, mais aussi par une capacité renouvelée à décider par lui-même. Partager cette histoire, en discuter, la confronter à d'autres expériences n'est pas un geste neutre. Chaque échange contribue à déplacer les récits dominants, à introduire des nuances là où dominaient les simplifications. Pour certains, cela peut nourrir une réflexion sur les modèles d'intervention et leurs limites. Pour d'autres, c'est l'occasion d'interroger la place accordée aux initiatives locales dans la lecture des crises contemporaines. Ibrahim Traoré n'est pas ici une figure à célébrer ou à rejeter, mais un point d'entrée vers une question plus large. Que se passe-t-il lorsque des territoires longtemps considérés comme périphériques reprennent la main sur leur propre tempo? Cette interrogation dépasse le Sahel et touche à notre manière collective de comprendre le changement. Si ce récit vous a éclairé, surpris ou mis en tension, laissez-le circuler. Parlez-en, questionnez-le, confrontez-le à d'autres points de vue. Selon vous, quelle place ces voix sahéliennes peuvent-elles occuper dans le futur qui s'écrit